Un matin de juillet 1989, dans les Alpes françaises, un enfant de 9 ans disparaît sans laisser de traces lors d'une activité de plein air dans un centre de vacances. Pendant 24 ans, sa famille vivra dans l'incertitude la plus totale, entre espoir et désespoir. Des centaines de personnes le chercheront. Des milliers d'heures d'enquête ne donneront aucune réponse. Puis, en 2013, lors de travaux de rénovation d'un parking à quelques centaines de mètres de l'ancien centre, un ouvrier aperçoit quelque chose qui brille sous la terre retournée. Un simple badge plastifié, miraculeusement préservé, portant le nom de Mathis Lefebvre et la date de l'été 89. Comment ce badge a-t-il pu rester caché pendant plus de 2 décennies à un endroit qui n'avait jamais été fouillé de manière approfondie? Et surtout, qu'est-ce que cette découverte révélera sur les dernières heures de ce petit garçon? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Annecy, capitale de la Haute-Savoie, est une ville qui semble sortie d'une carte postale. Nichée au bord de son lac, aux eaux cristallines, entourée par les montagnes alpines, elle attire chaque été des milliers de touristes et de familles en quête de nature et d'air pur. À la fin des années 80, la région connaît un développement touristique important, avec la multiplication de centres de vacances destinés aux enfants et aux adolescents. Le centre aéré des Sapins, situé à une dizaine de kilomètres au sud d'Annecy, dans la commune de Talloires, était l'un de ces établissements qui promettaient aux parents des vacances inoubliables pour leurs enfants. Installé dans un ancien chalet rénové, le centre pouvait accueillir jusqu'à 40 enfants âgés de 7 à 12 ans. Les activités proposées étaient variées. Randonnée, baignade dans le lac, sport collectif, ateliers créatifs. L'établissement bénéficiait d'une excellente réputation, notamment grâce à son directeur, M. Arnaud Valentin, un ancien instituteur qui gérait le centre depuis plus de 15 ans. Mathis Lefebvre était un enfant de 9 ans au sourire facile et à l'énergie débordante. Fils unique de Claire et Vincent Lefebvre, il habitait avec ses parents dans un appartement du quartier de Seynod, à Annecy. Claire travaillait comme infirmière à l'hôpital local et Vincent était technicien dans une entreprise de matériel électrique. C'était une famille modeste mais unie qui économisait toute l'année pour offrir à Mathis ses 2 semaines de colonie de vacances. Mathis était un enfant curieux, passionné par la nature et les animaux. Il collectionnait les images d'insectes et rêvait de devenir entomologiste. À l'école primaire de Seynod, ses professeurs le décrivaient comme un élève attentif, peut-être un peu distrait parfois, mais toujours enthousiaste. Il avait quelques amis proches, notamment Lucas, son voisin de palier, avec qui il passait des heures à explorer les petits bois près de leur immeuble. Pour Mathis, cette colonie de vacances représentait une grande aventure. C'était la première fois qu'il partait seul, sans ses parents, pour une aussi longue période. Claire se souvient encore de son excitation les jours précédant le départ. Il avait préparé son sac à dos avec un soin méticuleux, vérifiant plusieurs fois qu'il n'oubliait rien. Sa lampe de poche, son carnet de notes pour dessiner les insectes, ses vêtements de rechange soigneusement pliés. Le 23 juillet 1989, un dimanche matin ensoleillé, Claire et Vincent accompagnèrent Mathis au point de rassemblement près de la gare d'Annecy. Une vingtaine d'autres enfants attendaient déjà, certains excités, d'autres un peu anxieux. Le personnel du centre procédait aux dernières vérifications administratives, distribuait les badges d'identification et répartissait les enfants par groupe d'âge. Julien Garnier, le moniteur-chef âgé de 28 ans, supervisait l'ensemble. Grand, les cheveux châtains coupés courts, il dégageait une autorité naturelle tempérée par un sourire chaleureux. Il travaillait au centre des Sapins depuis 5 étés consécutifs et était très apprécié tant des enfants que des parents. À ses côtés, Camille Mercier, une jeune monitrice de 22 ans étudiante en sciences de l'éducation, s'occupait plus particulièrement du groupe des 8-9 ans, celui de Mathis. Claire embrassa une dernière fois son fils, lui rappelant de bien écouter les moniteurs et de leur écrire.
Vincent lui ébouriffa les cheveux affectueusement. Mathis monta dans le minibus en agitant la main par la fenêtre, son badge plastifié accroché à son t-shirt rouge. Sur le badge, on pouvait lire son nom, son groupe et la date du séjour. Personne ne pouvait imaginer que ce simple objet jouerait un rôle crucial 24 ans plus tard. Les premiers jours au centre des sapins se déroulèrent sans incident. Mathis s'était rapidement intégré au groupe, se liant d'amitié avec deux autres garçons de son âge, Antoine et Rémi. Les journées étaient bien remplies, réveil à 7h30, petit déjeuner collectif, activités du matin, déjeuner, temps calme, activités de l'après-midi, puis douche, dîner éveillé avant le coucher à 21h. Le mercredi 26 juillet, soit le 4e jour du séjour, le programme prévoyait une grande activité d'orientation dans la forêt adjacente au centre. Cette forêt de sapins et d'épicéas s'étendait sur plusieurs kilomètres, avec des sentiers balisés que le personnel du centre connaissait parfaitement. L'activité était simple. Par groupe de 4 enfants, accompagnés d'un moniteur, ils devaient suivre un parcours ponctué de balises numérotées, chacune correspondant à une question ou une énigme à résoudre. Le temps était idéal ce matin-là. Un ciel dégagé, une température agréable d'environ 22 degrés, une légère brise qui faisait bruisser les feuillages. Après le petit déjeuner, vers 9h30, Julien Garnier réunit tous les enfants dans la cour pour expliquer les règles. Chaque groupe recevait une carte simplifiée du parcours, une boussole, une feuille de route et devait rester absolument ensemble sous la surveillance de son moniteur. Camille Mercier avait la responsabilité de 5 enfants, Mathis, Antoine, Rémi, une fillette prénommée Léa et un autre garçon, Hugo. Le groupe partit vers 10h15, après que tous les enfants eurent été aux toilettes et que Camille eut vérifié que chacun portait des chaussures adaptées et avait pris sa gourde d'eau. Les témoignages ultérieurs de Camille et des enfants reconstitueraient minutieusement le déroulement de la matinée. Le groupe progressait normalement, trouvant les balises sans difficulté. Mathis se montrait particulièrement enthousiaste, s'arrêtant régulièrement pour observer des insectes ou ramasser des pommes de pin intéressantes. Vers 11h, ils atteignirent la 6e balise du parcours, située près d'un petit ruisseau qui traversait la forêt. C'est à ce moment précis que la situation bascula. Selon les déclarations des enfants, Mathis demanda à Camille s'il pouvait s'éloigner de quelques mètres pour aller observer de plus près ce qu'il pensait être une fourmilière particulièrement active. Il désigna un point visible à environ 15 mètres de l'autre côté du ruisseau. Camille, qui venait de s'accroupir pour aider Léa à lasser ses chaussures, lui aurait répondu d'un hochement de tête distrait, mais en lui demandant de ne pas franchir le ruisseau et de rester dans son champ de vision. Les autres enfants étaient occupés à résoudre l'énigme de la balise. Antoine témoignera plus tard qu'il avait vu Mathis s'éloigner en direction du ruisseau, son carnet à la main. Rémi confirmera avoir aperçu son t-shirt rouge entre les arbres. C'était approximativement 11h15. Le ruisseau à cet endroit était peu profond, large d'à peine 2 mètres, avec un débit faible en cette période estivale. Camille terminait d'aider Léa quand elle releva la tête. Elle estima plus tard que 2 ou 3 minutes s'étaient écoulées, peut-être 4 tout au plus. Elle chercha Mathis du regard. Son t-shirt rouge n'était plus visible. Elle l'appela une première fois. Pas de réponse. Une deuxième fois, plus fort. Le silence de la forêt lui répondit. Elle demanda aux autres enfants de rester exactement où ils étaient et traversa rapidement le ruisseau. De l'autre côté, aucune trace de Mathis. L'endroit qu'il avait désigné ne se trouvait qu'à quelques mètres, mais le garçon n'y était pas. Camille l'appela encore, sa voix trahissant maintenant une inquiétude croissante. Elle avança de quelques pas supplémentaires, scrutant entre les arbres. La forêt était dense à cet endroit, la visibilité limitée par les troncs serrés et les buissons. À 11h25, après avoir appelé Mathis pendant près de 10 minutes sans obtenir de réponse, Camille prit la décision de retourner vers les autres enfants et d'utiliser le talkie-walkie que chaque moniteur portait pour alerter la base. Sa voix tremblait légèrement quand elle contacta Julien Garnier. Un enfant de son groupe ne répondait plus. Elle avait perdu le contact visuel depuis environ 10 minutes. La réaction fut immédiate.
Julien ordonna à tous les groupes encore en forêt de revenir au centre par le chemin le plus direct. Il mobilisa les 2 autres moniteurs présents sur place, ainsi que M. Valentin, le directeur, et ils partirent rejoindre Camille. À 11h40, 4 adultes fouillaient systématiquement la zone autour du ruisseau, appelant Matisse à intervalles réguliers. À midi, face à l'absence de résultats, M. Valentin prit la décision d'alerter la gendarmerie. Les gendarmes de la brigade de Talloires arrivèrent rapidement, suivis d'une équipe canine. L'inspecteur Laurent Fontaine, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué et à l'expérience solide, prit en charge les opérations. Il interrogea brièvement Camille et les enfants du groupe, établit un périmètre de recherche initial et demanda des renforts. Dans l'après-midi, plus de 50 personnes ratissèrent la forêt. Gendarmes, pompiers, personnel du centre, premiers volontaires, Claire et Vincent Lefebvre, prévenus vers 13h30, arrivèrent au centre dans un état de panique contenue. Claire se souvenait encore, des années plus tard, de la sensation d'irréalité qui l'avait envahi en voyant tous ces uniformes, ces véhicules d'urgence, ces chiens qui aboyaient. Les recherches se poursuivirent jusqu'à la tombée de la nuit, puis reprirent dès l'aube du lendemain avec des moyens encore plus importants. Un hélicoptère de la gendarmerie survola la zone. Des équipes de spéléologues inspectèrent les quelques grottes connues dans le secteur. Des plongeurs sondèrent les points d'eau les plus profonds du ruisseau et d'un petit étang situé à environ 800 mètres. Mais Matisse Lefebvre semblait s'être évaporé. Aucune trace, aucun vêtement, aucun indice. Comme si la forêt l'avait avalé en quelques secondes. Les semaines qui suivirent transformèrent la vie de la famille Lefebvre en cauchemar éveillé. Claire prit un congé sans solde de son travail à l'hôpital, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que la recherche de son fils. Vincent continuait à travailler, mais ses collègues le décrivaient comme un homme vidé, fonctionnant en mode automatique. Leur appartement de Seynod devint un lieu étrange, à la fois sanctuaire et prison. La chambre de Matisse restait intacte, son lit fait, ses jouets rangés, comme s'il allait rentrer d'un moment à l'autre. Claire refusait qu'on touche à quoi que ce soit. Parfois, tard le soir, Vincent la trouvait assise sur le lit de leur fils, tenant contre elle le doudou que Matisse avait laissé à la maison, parce qu'il se sentait trop grand pour l'emmener en colonie. L'enquête officielle mobilisa des ressources considérables pendant les 3 premiers mois. L'inspecteur Fontaine interrogea minutieusement tout le personnel du centre des sapins, tous les enfants présents ce jour-là, les parents, les voisins, les professeurs de Matisse. Chaque piste, aussi ténue soit-elle, fut explorée. Les théories se multipliaient. La première, et la plus redoutée, était celle de l'enlèvement. Des barrages routiers furent établis dans les heures suivant la disparition. Les fichiers de délinquants sexuels de la région furent épluchés mais aucun véhicule suspect n'avait été signalé près du centre ce jour-là. Aucun témoin n'avait vu d'étrangers rôder dans les environs. La seconde hypothèse était celle de l'accident. Un enfant pouvait se perdre, tomber dans un ravin, se blesser gravement. Mais les recherches avaient couvert un rayon de plusieurs kilomètres. Les chiens n'avaient détecté aucune piste. Comment un garçon de 9 ans pouvait-il disparaître si complètement en pleine journée, à quelques mètres d'un groupe? Certains évoquèrent la possibilité d'une fugue, mais cette théorie ne tenait pas. Matisse était heureux en colonie, il s'était fait des amis, il ne montrait aucun signe de mal-être. Et où aurait-il pu aller seul, à 9 ans, en pleine forêt de montagne? Au fil des mois, puis des années, le dossier de Matisse Lefebvre rejoignit la catégorie des cold cases, ces affaires non résolues qui hantent les services de police. L'inspecteur Fontaine, qui prit sa retraite en 1996, avouerait plus tard que cette affaire l'avait poursuivi jusqu'à ses derniers jours de service. « Un enfant ne disparaît pas comme ça », répétait-il. « Il y a toujours une explication. Toujours. » Claire et Vincent durent apprendre à vivre avec cette absence sans corps, sans certitude, sans adieu. C'est un type de deuil particulièrement cruel, celui qui ne peut jamais vraiment commencer parce qu'il n'y a pas de fin définitive. Les anniversaires de Matisse devenaient des journées insupportables.
Chaque 9 août, Claire préparait un gâteau qu'elle ne mangeait pas. Vincent sortait marcher des heures dans les rues d'Annecy, évitant les regards compatissants des connaissances. Leur couple vacilla. Comment maintenir une relation quand chacun porte un chagrin si lourd? Ils envisagèrent le divorce à plusieurs reprises, mais quelque chose les retenait ensemble. Peut-être la crainte qu'en se séparant, ils perdent aussi la mémoire partagée de leur fils. La communauté d'Annecy et de Talloires fut profondément marquée par la disparition. Le centre aéré des Sapins ferma définitivement à la fin de l'été 89. Monsieur Valentin, accablé par le sentiment d'avoir failli à sa mission de protection, sombra dans une dépression sévère. Julien Garnier quitta la région et ne travailla plus jamais avec des enfants. Camille Mercier abandonna ses études d'éducation et changea complètement de voie professionnelle, poursuivi par la culpabilité d'avoir détourné le regard ces quelques secondes fatales. Les enfants qui étaient présents ce jour-là portèrent aussi les cicatrices de l'événement. Antoine, Rémi, Léa et Hugo furent suivis psychologiquement. Certains développèrent des peurs irrationnelles des forêts. D'autres firent des cauchemars récurrents pendant des années. Avec le temps, l'histoire de Mathis Lefebvre devint une sorte de légende locale sombre, le genre de récit qu'on se transmet à voix basse. Les parents d'Annecy l'utilisaient parfois pour rappeler à leurs enfants l'importance de rester près des adultes lors des sorties. La forêt où il avait disparu acquit une réputation sinistre, et les randonneurs évitèrent parfois la zone par superstition. Pourtant, malgré les années qui passaient, Claire n'abandonna jamais. Elle rejoignit une association de familles d'enfants disparus, participa à des émissions de télévision, fit circuler des photos de Mathis régulièrement actualisées par des logiciels de vieillissement numérique. À 40 ans, son fils aurait ressemblé à ceci. À 50 ans, peut-être à cela. Elle savait que les chances qu'il soit encore en vie diminuaient avec chaque année, mais l'espoir, même infime, était parfois tout ce qui la maintenait debout. Vincent adopta une approche différente. Il se plongea dans le travail, évitant autant que possible de parler de Mathis. Ce n'était pas de l'oubli, mais une stratégie de survie. Il avait appris qu'on ne peut pas vivre en permanence dans le chagrin sans se détruire. En 2008, ils déménagèrent enfin de Sénode. L'appartement était devenu un mausolée. Ils s'installèrent dans un petit pavillon à la périphérie d'Annecy, emportant avec eux les quelques affaires de Mathis qu'ils ne pouvaient se résoudre à abandonner. Des photos, son carnet de dessin, quelques vêtements. La vie continuait comme elle continue toujours, même après l'impensable. Mais une partie d'eux était restée figée à ce matin de juillet 1989, dans cette forêt de Talloires, à attendre un petit garçon qui ne reviendrait jamais. En 2013, soit 24 ans après la disparition de Mathis, Talloires avait bien changé. Le tourisme s'était considérablement développé. De nouveaux hôtels avaient été construits, les infrastructures modernisées. L'ancien centre aéré des Sapins, abandonné depuis 1989, avait été racheté par un promoteur immobilier en 2010 et transformé en résidence de tourisme haut de gamme. Le mardi 14 mai 2013, des travaux d'aménagement d'un nouveau parking étaient en cours à environ 300 mètres de l'ancienne entrée du centre. La zone à aménager était un terrain légèrement en pente, recouvert d'herbes hautes et de quelques arbustes qui n'avaient jamais été développés auparavant. Il se trouvait à l'écart des zones qui avaient été intensivement fouillées en 89, car il était alors considéré comme trop éloigné du point de disparition et dans une direction opposée au parcours prévu de l'activité d'orientation. Vers 15h30, cet après-midi-là, Thierry Blanchard, un conducteur de pelleteuse âgé de 46 ans travaillant pour l'entreprise de terrassement, effectuait des travaux de décaissement sur une parcelle du futur parking. La terre était compacte, mélangée à des racines et à des pierres. C'était un travail routinier qu'il accomplissait depuis des années. Soudain, alors qu'il retirait une pelletée de terre, quelque chose attira son attention dans le godet de son engin. Un éclat de couleur, quelque chose de rouge et de blanc qui ne ressemblait pas au ton brun habituel de la terre et des racines. Il arrêta la machine, descendit de la cabine et s'approcha pour inspecter. Parmi les mottes de terre, il distingua un objet rectangulaire en plastique partiellement enterré.
Il le saisit délicatement et le secoua pour en détacher la terre collée. C'était un badge d'identification, le genre que portent les enfants en colonie de vacances. Le plastique de protection était intact, miraculeusement préservé, bien que jauni et rayé par les années passées sous terre. Thierry essuya la surface du badge avec son gant de travail. Des lettres apparurent progressivement. Un nom, Mathis Lefebvre. Une date, juillet 1989. Et le logo du Centre aéré des Sapins. Thierry Blanchard n'était pas originaire de la région, mais il avait entendu parler de l'histoire de l'enfant disparu. À Talloires, c'était une de ces tragédies dont tout le monde se souvenait. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il cria à son chef de chantier, Marc Villeneuve, qui inspectait une autre section du terrain. Marc accourut. Quand Thierry lui montra le badge, son visage se décomposa. Marc, lui, était de Talloires. Il avait 18 ans en 89 et faisait partie des volontaires qui avaient participé aux recherches. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. » Ils décidèrent immédiatement d'arrêter les travaux et d'appeler la gendarmerie. À 16h15, 2 gendarmes arrivaient sur le chantier. L'un d'eux, le brigadier-chef Denis Morel, prit des photos du badge et de l'endroit exact où il avait été trouvé. L'autre sécurisa le périmètre avec du ruban de signalisation. La nouvelle se répandit rapidement. Le soir même, l'inspecteur Nathalie Dupré, de la police judiciaire d'Annecy, était informée de la découverte. Âgée de 38 ans, spécialisée dans les affaires criminelles et les personnes disparues, elle connaissait le dossier Lefebvre. C'était l'un de ces cold cases légendaires que tous les enquêteurs de la région avaient étudié au moins une fois. Le lendemain matin, mercredi 15 mai, Nathalie Dupré se rendit sur place, accompagnée d'une équipe de techniciens de la police scientifique et d'un anthropologue judiciaire, le docteur Alain Roussel. Si un badge avait été retrouvé à cet endroit, il y avait une possibilité, aussi faible soit-elle, que d'autres éléments s'y trouvent également. La zone fut soigneusement délimitée. Les travaux de construction étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. L'équipe commença une fouille méthodique, creusant délicatement autour du point de découverte du badge. Ils utilisaient des outils manuels, des brosses, des tamis, exactement comme sur un site archéologique. Vers 11 heures, l'un des techniciens, penché au-dessus d'une petite tranchée d'exploration, fit signe à Nathalie. Il avait détecté quelque chose. Avec précaution, il dégagea la terre. Des fragments osseux apparurent. Petits, décolorés par les années, mais indubitablement humains. Le docteur Roussel s'agenouilla pour examiner. Son diagnostic fut immédiat. Ossement d'un enfant, probablement âgé de 8 à 10 ans. Nathalie Dupré sentit son estomac se nouer. Après 24 ans, Mathis Lefebvre venait peut-être d'être retrouvé. Il fallait maintenant prévenir les parents, reprendre l'enquête, comprendre comment et pourquoi cet enfant s'était retrouvé enterré à cet endroit précis, à 300 mètres du centre, dans une direction opposée à celle où il était censé se trouver. Les fouilles se poursuivirent pendant 3 jours sous une tente installée pour protéger le site. Progressivement, un squelette partiel d'enfant fut mis au jour, enterré à une profondeur d'environ 90 cm. Certains ossements manquaient, probablement dispersés par les mouvements naturels du sol et l'activité des animaux fouisseurs au fil des décennies. Mais suffisamment d'éléments furent récupérés pour permettre une identification formelle. Des vêtements en lambeaux furent également retrouvés, des fragments d'un t-shirt rouge, des résidus de tissu bleu foncé correspondant à un short, une chaussure de sport presque entièrement décomposée. Tous ces éléments étaient cohérents avec ce que Mathis portait le jour de sa disparition. Le jeudi 16 mai au soir, Nathalie Dupré se rendit au domicile de Claire et Vincent Lefebvre. C'était l'une des tâches les plus difficiles de sa carrière. Elle les avait prévenus par téléphone qu'elle avait des informations importantes à leur communiquer, mais n'avait pas voulu en dire plus. Quand elle leur annonça que des restes humains correspondant à l'âge et à la description de Mathis avaient été découverts, accompagnés de son badge et de fragments de ses vêtements, Claire poussa un cri étouffé et s'effondra sur le canapé. Vincent resta immobile, le regard fixe, comme si son cerveau refusait de traiter l'information.
Des analyses ADN seraient nécessaires pour une confirmation absolue, expliqua Nathalie, mais elle ne voulait pas leur donner de faux espoirs. Tout indiquait qu'il s'agissait bien de leur fils. Claire posa la seule question qui lui importait vraiment à ce moment-là. Comment est-il mort ? Nathalie dut avouer qu'elle ne le savait pas encore. L'expertise médico-légale était en cours. Le docteur Roussel et son équipe allaient examiner chaque ossement pour tenter de déterminer la cause du décès. Mais après 24 ans d'enfouissement, certaines réponses seraient impossibles à obtenir. Ce qu'ils savaient déjà, en revanche, posait une question terrifiante. Comment Matisse s'était-il retrouvé à cet endroit enterré alors que toute la région avait été fouillée pendant des semaines? L'affaire Lefebvre, qui avait progressivement sombré dans l'oubli, revint brutalement sous les projecteurs. Les médias régionaux puis nationaux relatèrent la découverte. Les gros titres évoquaient « Le garçon disparu retrouvé 24 ans plus tard » et le mystère de la colonie de vacances enfin résolu. Mais en réalité, le mystère ne faisait que s'approfondir. Les analyses médico-légales du docteur Roussel révélèrent plusieurs éléments troublants. Tout d'abord, aucune trace de traumatisme majeur n'était visible sur les ossements. Pas de fracture du crâne, pas de lésions osseuses, indiquant une violence physique avant le décès. Cela écartait certaines hypothèses, mais en soulevait d'autres. Ensuite, la position et la profondeur de l'enfouissement suggéraient fortement que le corps n'avait pas été simplement abandonné en surface, puis recouvert progressivement par des débris naturels. La terre avait été creusée, le corps déposé, puis recouvert intentionnellement. C'était une sépulture, rudimentaire certes, mais une sépulture néanmoins. Cette découverte transformait radicalement la nature de l'enquête. On ne cherchait plus à comprendre comment un enfant avait pu se perdre et mourir accidentellement. On cherchait à comprendre qui l'avait enterré et pourquoi. Et surtout, si cette personne était également responsable de sa mort. Nathalie Dupré constitua une équipe d'enquête dédiée. Elle reprit méthodiquement tous les éléments du dossier original de 1989. Elle relut des centaines de pages de témoignages, examina les cartes des zones fouillées, analysa les emplois du temps de chaque adulte présent au centre ce jour-là. Un élément particulier attira son attention. Lors des recherches initiales, la zone où le corps avait finalement été découvert n'avait été inspectée que superficiellement. Pourquoi ? Parce qu'elle se situait dans une direction opposée au parcours d'orientation, de l'autre côté du centre par rapport au lieu de disparition. Il aurait fallu que Matisse fasse demi-tour, contourne tout le bâtiment et marche 300 mètres dans une direction où il n'avait aucune raison de se rendre. Seul, c'était effectivement illogique, mais accompagné, cela devenait possible. Nathalie décida de reconvoquer toutes les personnes qui avaient été impliquées de près ou de loin dans l'affaire. Camille Mercier, désormais âgée de 46 ans, vivait à Lyon où elle travaillait comme comptable. Elle accepta immédiatement de revenir témoigner. « J'ai attendu ce moment pendant 24 ans, déclara-t-elle à Nathalie lors d'un entretien téléphonique préliminaire. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Matisse. » Julien Garnier, le moniteur-chef, avait quitté la région après les événements et s'était installé dans le sud de la France où il travaillait maintenant dans une entreprise de logistique. Contacté par la police, il se montra moins empressé de revenir, invoquant des obligations professionnelles. Nathalie dut insister, précisant qu'il s'agissait d'une enquête pour homicide et que sa coopération était attendue. Les autres moniteurs présents en 89 furent également retrouvés et interrogés. Monsieur Valentin, l'ancien directeur du centre, était décédé en 2006 des suites d'une longue maladie. Son épouse, encore vivante, accepta de rencontrer Nathalie et de partager les archives personnelles qu'elle avait conservées, notamment les registres du centre et les plannings du personnel. Les enfants qui faisaient partie du groupe de Matisse, désormais adultes, furent également contactés. Antoine vivait à Paris, Rémi à Grenoble, Léa s'était mariée et résidait en Belgique, Hugo travaillait comme enseignant à Annecy. Tous acceptèrent de revenir témoigner, malgré la douleur de revivre ses souvenirs. Le lundi 27 mai 2013, Nathalie organisa une reconstitution sur les lieux.
Elle voulait comprendre la géographie exacte, les temps de déplacement, les angles de vision. Camille Mercier, visiblement émue, montra l'endroit près du ruisseau où elle s'était accroupie pour aider Léa. Elle désigna la direction où Mathis était parti. Ensemble, ils chronométrèrent combien de temps il faudrait à un adulte pour marcher de ce point jusqu'à l'endroit où le corps avait été retrouvé. Environ 7 minutes d'un pas normal. 7 minutes pendant lesquelles Mathis aurait pu être emmené, volontairement ou sous la contrainte, de la zone de l'activité d'orientation vers le terrain où il serait enterré. 7 minutes pendant lesquelles Camille était occupée avec les autres enfants, ne regardant pas dans sa direction. Mais qui aurait pu faire cela? Et surtout, comment cette personne aurait-elle su que Mathis s'éloignerait précisément à ce moment-là, créant cette opportunité? Nathalie éplucha les emplois du temps. Au moment de la disparition, vers 11h15, la plupart des autres groupes étaient également en activité en forêt, mais dans d'autres secteurs. Monsieur Valentin était resté au centre avec une cuisinière et une femme de ménage. 2 moniteurs supervisaient d'autres activités. Julien Garnier coordonnait l'ensemble depuis la base. L'inspectrice interrogea longuement Julien lors de son retour à Annecy le 2 juin. Il avait 52 ans maintenant, les cheveux grisonnants, le visage creusé par les années. Il se souvenait parfaitement de ce jour terrible. Il expliqua comment il avait organisé les recherches, comment il s'était senti impuissant face à la disparition inexplicable de l'enfant. Nathalie remarqua quelque chose dans son discours, une certaine tension quand elle évoquait la découverte du corps à cet endroit spécifique. Une hésitation imperceptible quand elle lui demanda s'il connaissait ce terrain en 2013. Il répondit qu'il ne se souvenait même pas de son existence en 89, que c'était juste un bout de terrain vague sans intérêt. Mais en consultant les archives du centre que Madame Valentin lui avait fournies, Nathalie découvrit quelque chose d'intéressant. Ce terrain avait en fait appartenu au centre jusqu'en 1988. Il était mentionné dans les documents comme un espace de stockage extérieur où était entreposé du matériel de jardinage, de vieux meubles destinés à être rénovés et divers équipements en attente de réparation. Le centre l'avait vendu à la municipalité 1 an avant les événements, en juillet 88. Donc Julien Garnier, qui travaillait au centre depuis 5 ans, connaissait forcément l'existence de ce terrain. Pourquoi prétendre le contraire? Nathalie creusa davantage. Elle interrogea d'autres personnes ayant travaillé au centre dans les années précédant la tragédie. Une ancienne monitrice se souvenait que Julien aimait bricoler, qu'il réparait souvent du matériel cassé, qu'il utilisait parfois l'espace de stockage extérieur pour travailler tranquillement. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais de manière encore floue. Nathalie demanda à rencontrer à nouveau Julien, cette fois dans un cadre plus formel, au commissariat. Il accepta, mais demanda à être accompagné d'un avocat. L'entretien eut lieu le jeudi 6 juin. Confronté aux éléments concernant le terrain de stockage, Julien admit finalement qu'il connaissait effectivement son existence. Il affirma avoir menti par réflexe, sans raison particulière, juste parce qu'il ne voulait pas être mêlé davantage à cette histoire qui avait détruit une partie de sa vie. Nathalie adopta une approche différente. Elle lui demanda de lui parler de sa vie avant le centre, de ce qui l'avait amené à travailler avec des enfants. Julien raconta son parcours, des études de psychologie abandonnées, des petits boulots, puis cette opportunité au centre des sapins qui lui avait plu. Il aimait vraiment les enfants, insista-t-il. Il n'aurait jamais fait de mal à Mathis, ni à aucun autre. Mais en creusant son passé, Nathalie découvrit un détail que l'enquête de 89 n'avait pas relevé. En 1983, 6 ans avant les événements, Julien avait été brièvement interrogé dans le cadre d'une autre affaire impliquant un mineur dans une ville voisine. Les accusations n'avaient pas abouti. Le dossier avait été classé sans suite pour manque de preuves, et l'information n'avait jamais émergé lors de l'enquête sur Mathis. Nathalie présenta cet élément à Julien. Son visage se figea. Son avocat intervint immédiatement, demandant une suspension de l'entretien. Mais avant de sortir, Julien murmura quelque chose qui glaça le sang de l'inspectrice.
Ce n'était pas ce que vous croyez. Rien de tout cela n'était prévu. Les jours suivants furent consacrés à une enquête approfondie sur Julien Garnier. Nathalie obtint un mandat pour fouiller son domicile actuel dans le sud de la France. Parmi ses affaires personnelles, les enquêteurs découvrirent une boîte de souvenirs contenant des photos du centre des sapins, des lettres d'anciens enfants, des badges de différentes années. Et au fond de cette boîte, enveloppé dans un tissu, un carnet. Un petit carnet à couverture bleue décolorée avec des dessins d'insectes maladroitement esquissés. Sur la première page, écrit d'une écriture enfantine, Mathis Lefebvre était 1989. Le carnet que Mathis avait emporté en colonie pour dessiner les insectes qu'il observerait. Le carnet que ses parents avaient mentionné dans leur description de ses affaires. Le carnet qui aurait dû se trouver avec lui au moment de sa disparition. Confronté à cette découverte accablante, Julien Garnier s'effondra. Le mardi 18 juin 2013, en présence de son avocat et d'un psychologue, il accepta de raconter ce qui s'était réellement passé ce 26 juillet 1989. Son récit haché, entrecoupé de longs silences et de pleurs, révéla une tragédie bien plus complexe que ce que quiconque avait imaginé. Julien expliqua qu'il souffrait depuis l'adolescence d'une attirance qu'il n'avait jamais voulu avoir, qu'il avait combattu pendant des années, qu'il avait cru pouvoir contrôler en travaillant justement avec des enfants, pensant que l'exposition quotidienne normaliserait ses pensées. C'était une logique tordue, il le reconnaissait maintenant. Mais à l'époque, il était jeune, confus, effrayé par lui-même. Ce matin-là, il avait quitté la base du centre vers 11 heures pour faire une tournée de vérification des différents groupes en forêt. C'était une procédure standard. Il suivait un itinéraire qui l'amenait à passer près de la zone où se trouvait le groupe de Camille. Il avait aperçu Mathis s'éloigner du groupe, seul, vers le ruisseau. Quelque chose en lui avait basculé. Il avait appelé doucement le garçon, prétextant vouloir lui montrer un insecte rare qu'il venait de voir un peu plus loin. Mathis, confiant, connaissant bien Julien, l'avait suivi. Julien l'avait entraîné à l'écart, de plus en plus loin du groupe. Il parlait d'insectes, de nature, gardant le garçon captivé. Mathis ne se méfiait pas. Pourquoi l'aurait-il fait? Julien était le moniteur-chef, une figure d'autorité bienveillante. Mais à un moment, Mathis avait demandé à retourner vers son groupe. Il commençait à réaliser qu'il s'était beaucoup éloigné. Julien avait panique. Il ne pouvait pas le laisser partir maintenant. Le garçon raconterait qu'il l'avait emmené loin des autres, dans un geste qu'il décrivit comme irréfléchi, poussé par la peur d'être découvert plus que par une intention de nuire. Julien avait placé sa main sur la bouche de Mathis pour l'empêcher de crier. L'enfant s'était débattu. Julien avait serré plus fort, essayant de le maîtriser, de le calmer, de le faire taire juste le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire. Il ne savait pas combien de temps il avait maintenu sa main sur la bouche et le nez de l'enfant. Peut-être 2 minutes, peut-être 3. Quand il avait relâché sa prise, Mathis était inerte. Il ne respirait plus. La panique avait fait place à la terreur absolue. Julien avait tenté de le réanimer, sans succès. L'enfant était mort, étouffé accidentellement, mais mort quand même. Et c'était sa faute. Pendant quelques minutes, Julien était resté paralysé, incapable de penser rationnellement. Puis l'instinct de survie avait pris le dessus. Il ne pouvait pas avouer. Sa vie serait détruite. On le prendrait pour un meurtrier, un prédateur. Il serait emprisonné. Il connaissait le terrain de stockage, désaffecté depuis la vente l'année précédente. Il s'y était déjà rendu récemment pour récupérer un vieil outil qu'il pensait y avoir laissé. Le terrain était envahi par les herbes hautes, personne n'y allait plus. Il avait porté le corps de Mathis jusqu'à cet endroit. Le trajet lui avait pris environ 7 minutes. À cette heure, aux alentours de 11h30, la zone était déserte. Tous les groupes étaient en activité. Le personnel restant au centre était à l'intérieur. Là-bas, utilisant ses mains et un morceau de bois plat, il avait creusé frénétiquement. La terre était plus meuble qu'ailleurs, grâce aux anciennes activités de stockage. En environ 30 minutes, il avait réussi à creuser un trou d'une profondeur suffisante. Il y avait déposé le corps de Mathis, l'avait recouvert de terre,
puis avait replacé l'herbe et les débris végétaux pour masquer le sol fraîchement remué. Le badge s'était détaché du t-shirt de Matisse pendant le transport ou l'enfouissement. Dans sa précipitation, Julien ne l'avait pas remarqué, ou peut-être l'avait-il vu tomber, mais n'avait-il pas osé perdre du temps à le chercher dans l'herbe. Il avait gardé le carnet de dessin qui était tombé de la poche du short de Matisse. Il ne savait pas pourquoi, peut-être comme une façon tordue de garder une trace, de ne pas oublier complètement ce qu'il avait fait. Ensuite, il était retourné au centre, avait changé ses vêtements sales dans sa chambre, lavé rapidement son visage et ses mains, puis avait rejoint les autres moniteurs qui commençaient à s'inquiéter de l'alerte lancée par Camille. Il avait joué la surprise, la préoccupation, puis dirigé les recherches, veillant subtilement à ce qu'elles se concentrent dans les directions logiques, loin du terrain où reposait Matisse. Pendant 24 ans, il avait vécu avec ce secret. Il avait quitté la région, changé de vie, mais le fantôme de Matisse ne l'avait jamais quitté. Il ne dormait plus bien. Il sursautait au moindre coup de téléphone. Il évitait soigneusement tout ce qui pouvait le ramener à Annecy ou à Talloires. Quand il avait appris la découverte du corps, il avait su que sa vie était terminée. Une partie de lui était même soulagée. Le poids du secret était devenu insupportable. La fin de sa confession, Julien regarda Nathalie Dupré dans les yeux et prononça des mots qu'elle n'oublierait jamais. « Je ne suis pas un monstre, je n'ai jamais voulu le tuer, mais je l'ai fait quand même, et 24 ans ne suffisent pas à effacer ça. » Les aveux de Julien Garnier furent suivis d'une expertise psychiatrique approfondie. Les médecins diagnostiquèrent une pédophilie égodystonique, c'est-à-dire une attirance sexuelle envers les enfants que le sujet rejette et combat intérieurement, ainsi qu'un trouble de stress post-traumatique lié aux événements de 89. Le dossier fut transmis à la justice. Julien fut inculpé d'homicide involontaire, séquestration d'un mineur et dissimulation de cadavres. Son procès eut lieu en mars 2014, 9 mois après ses aveux. Claire et Vincent Lefebvre assistèrent à toutes les audiences. Ils n'avaient pas manqué un seul jour. Claire raconta plus tard qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle ressentait en écoutant Julien raconter les derniers moments de son fils. De la haine, certainement, mais aussi une forme d'incompréhension absolue face à l'enchaînement tragique qui avait mené à cette mort. Ce n'était même pas un plan, dit-elle lors d'une interview après le procès. Il n'y avait pas de préméditation, pas de cruauté calculée, juste une succession de mauvaises décisions prises par quelqu'un qui ne contrôlait pas ses pulsions. Matisse est mort parce qu'un homme a paniqué. C'est tellement absurde. Le tribunal reconnut la complexité du cas. Les circonstances ne correspondaient pas à un meurtre prémédité, mais ne pouvaient pas non plus être réduites à un simple accident. Julien Garnier fut condamné à 15 ans de réclusion criminelle, une peine que le procureur estima refléter à la fois la gravité des faits et l'absence d'intention homicide initiale. La famille Lefebvre put enfin organiser des funérailles pour Matisse. 24 ans après sa disparition, le petit garçon fut inhumé dans le cimetière d'Annecy, dans une concession familiale où ses parents le rejoindraient un jour. La cérémonie réunit une centaine de personnes. Famille, amis, anciens camarades d'école de Matisse, mais aussi certains des enfants et moniteurs qui étaient présents lors de cette colonie fatale de 1989. Camille Mercier y assista, effondrée. Elle s'approcha de Claire après la cérémonie. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'aurais dû le surveiller de plus près. J'aurais dû... » Claire l'interrompit en la prenant dans ses bras. Vous n'avez rien fait de mal, vous étiez une jeune monitrice qui faisait de son mieux. Le seul responsable, c'est celui qui l'a emmenée. Le cas de Matisse Lefebvre souleva des questions importantes sur la sélection et la formation des personnes travaillant avec des mineurs. L'affaire de 1983 impliquant Julien, qui n'avait pas abouti et n'avait jamais été transmise au centre des sapins, devint un exemple tragique des failles du système. Des mesures furent renforcées concernant les vérifications d'antécédents pour tout emploi impliquant la garde d'enfants. Pour Claire et Vincent, la découverte de la vérité apporta un mélange paradoxal de soulagement et de douleur renouvelée. Ils savaient enfin. Ils pouvaient faire leur deuil
véritablement. Mais cette vérité était si terrible, si banalement tragique, qu'elle ne leur apportait aucune paix réelle. Pendant 24 ans, j'ai imaginé toutes les horreurs possibles, confia Claire lors d'une émission consacrée aux familles d'enfants disparus. J'ai pensé qu'il avait souffert, qu'il avait eu peur, qu'il nous avait appelés. Savoir qu'il est mort, rapidement, qu'il n'a probablement pas compris ce qui se passait, c'est la seule consolation que je peux trouver, s'il y en a une. L'histoire eut aussi un impact sur les autres personnes impliquées. Antoine, Rémi, Léa et Hugo, les enfants du groupe de Matisse, désormais adultes, purent enfin comprendre ce qui était arrivé à leurs camarades. Certains déclarèrent ressentir une forme de libération, comme si un poids invisible, qui les avait accompagnés depuis l'enfance, venait d'être soulevé. Le terrain où Matisse avait été retrouvé ne fut jamais aménagé en parking. La municipalité de Talloires décida d'en faire un petit jardin du souvenir, avec un banc et une plaque commémorative. Un endroit simple, discret, où quiconque souhaitait se recueillir pouvait le faire. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la découverte et la résolution du cas, Claire Lefebvre a 70 ans. Vincent est décédé en 2018 d'une crise cardiaque. Claire vit toujours à Annecy, dans le petit pavillon qu'ils avaient acheté ensemble. Elle a gardé une seule photo de Matisse dans son salon, celle prise le jour de son départ en colonie, où il sourit à pleines dents, excité par l'aventure qui l'attend. Elle visite sa tombe chaque dimanche, y dépose des fleurs fraîches, lui parle comme si les années n'avaient pas passé. Elle lui raconte sa semaine, les petits événements de sa vie, les changements dans le quartier. C'est sa façon à elle de le garder présent. L'affaire Matisse Lefebvre reste dans les annales de la police judiciaire française comme un cas exemplaire à la fois de la persistance nécessaire dans les cold cases et de la complexité des motivations humaines. Aucun élément n'était évident dès le départ. La résolution n'est venue que grâce à un hasard, un badge préservé retrouvé lors de travaux, et à une enquête rigoureuse menée par des professionnels déterminés à trouver des réponses. Julien Garnier purge actuellement sa peine dans une prison du sud de la France. Il a accepté plusieurs suivis psychologiques et participe à des groupes de parole pour détenus ayant commis des crimes liés à des problématiques de santé mentale. Selon son avocat, il exprime régulièrement des remords profonds et a écrit plusieurs lettres à la famille Lefebvre, lettres que Claire a choisi de ne jamais ouvrir. L'histoire de Matisse nous rappelle plusieurs vérités inconfortables. D'abord, que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Julien Garnier était apprécié, considéré comme compétent et bienveillant. Les apparences peuvent masquer des abîmes. Ensuite, que certaines tragédies naissent non d'une malveillance calculée, mais d'une série de décisions catastrophiques prises par quelqu'un qui ne maîtrise pas ses démons intérieurs. Enfin, que même après des décennies, la vérité peut ressurgir des endroits les plus inattendus, portée par un simple badge qui a résisté au temps. Cette affaire nous montre la fragilité de nos systèmes de protection et l'importance cruciale de la vigilance. Qu'en pensez-vous? Avez-vous perçu les éléments qui pointaient vers la vérité tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles. Merci de votre attention.